Donc je vous ai dit, maintenant, les bases, c'est prenez ce réflexe. Ça va venir avec le temps, je vous rassure. Mais en tout cas, quand on fait du pentest, il faut regarder le code source, hein. Et vous allez voir que les sites modernes, c'est des millions de lignes, hein. Franchement, ça fait peur. Là, le site est très très simple. Mais on va pouvoir un peu comprendre, hein, comment ça fonctionne et voir les bases. Donc, affichons le code source, comme je vous disais. Donc là, vous voyez que c'est assez succinct. On a une div, on a le Welcome to our dedicated staff are ready to assist you with your IT problems. Ok, typiquement, c'est ce qu'il y a là. On le voit là. Je vais aller dans la partie news, hein, ça va être un petit peu plus structuré. Voilà. Donc, le source, la source de la page et le code source en fait, hein, c'est le code lisible par l'homme qui est renvoyé à votre navigateur, hein, ce qu'on appelle un client, hein, puisque je vous ai parlé de ce principe client-serveur, hein. Et à partir du serveur web, quoi, on fait une requête et le serveur web vous rend un service et il envoie ça à votre navigateur. Votre navigateur le met en forme, puisque naturellement, si on se baladait que sur du code source, hein, c'est illisible, hein, pour le commun des mortels. Et vous connaissez ce principe dit de lien hypertexte, hein. Pourquoi on appelle l'HTML? Parce que H, ça veut dire hyper, T, ça veut dire texte, markup language, hein. Donc, langage balisé, hypertexte. Hypertexte, vous savez qu'Internet fonctionne, vous l'utilisez tous les jours, c'est ces fameux liens bleus sur lesquels on peut cliquer. Un lien hypertexte va me renvoyer vers d'autres données, hein, d'autres données, d'autres métadonnées. C'est le principe de l'hypertexte, hein. Ça a été inventé par un des ingénieurs qui travaillait au CERN, hein, et aujourd'hui, depuis quoi, 1994-95, on va dire, la plupart des gens ont connu ça à partir des années 2000. Internet, tout va dépendre encore une fois de votre âge, de l'argent, parce que malheureusement, c'était une technologie d'informatique réservée à des gens riches, hein, comme toujours. Et après, ça s'est vulgarisé et on arrive aujourd'hui à avoir des PC à 200 euros. Bon, ce sont des daubes infâmes, hein. Mais quand j'ai commencé dans l'informatique, un PC, c'était entre 30 et 60 000 francs. Ok? Ancien francs. Donc, ouais, je suis un vieux con, je parle en ancien francs. Donc, en euros, 6 x 6, 36. Ok? Donc, donc 6 000 € pour avoir un bon PC. Et qu'aujourd'hui, heureusement, ça a réduit, hein. Mais il y a tellement de PC que maintenant on fait des PC de merde, on ne sait pas les recycler, ça part en Afrique, on pollue les sols, on pollue les nappes phréatiques. C'est les petits enfants dans les mines en Afrique, hein, qui vont récupérer les terres rares. Nous, on est tranquille, on est français, c'est loin de nous. On ferme les yeux sur ça, hein. Mais n'oubliez jamais que voilà, il y a des terres rares, il y a des métaux rares, et c'est ce qui fait fonctionner vos PC. Ah, et c'est aussi tous les enfants qui vont travailler dans les mines. N'oubliez jamais ça. Ok? Donc quand vous achetez un PC, achetez pas de la merde pour le garder le plus longtemps possible. Ok? Pour avoir un minimum de respect pour les petits enfants qui sont partis dans les mines faire votre smartphone, vos tablettes, vos ordinateurs, et surtout pour la planète, quoi. Ne changez pas de PC tous les ans ou de carte graphique. Le code renvoyé est composé de HTML, je vous ai dit, de CSS, c'est le Cascading Style Sheet, et de JavaScript, hein. C'est ce qui indique à notre navigateur quel contenu afficher, comment l'afficher, et ajouter un élément d'interactivité avec JavaScript. Pour nos besoins, la visualisation de la page source peut nous aider à découvrir plus d'informations sur l'application web, hein, puisque je vous ai dit que on parle de serveur web, mais à 98%, ça n'existe plus en fait. Un simple site web, c'était les débuts de l'informatique sur le net, c'est-à-dire c'était il y a 25 ans, hein. Maintenant, c'est des applications web en fait, hein. Même si vous avez l'impression d'aller sur un site web, derrière, c'est une vraie application qui fait tourner le site web. Ok. Donc on va en apprendre un peu plus sur l'affichage. Je vous ai dit, il y a deux façons de regarder la source. Soit vous faites, comme je vous ai montré, clic droit et afficher la source, soit taper View Source, ça marche aussi. Ok? Plus ce que vous voulez regarder. Ok? Donc ça, c'est les différents moyens de regarder le code source. Et dans votre navigateur, vous pourrez aussi trouver une option euh, avec des sous-menus, des outils de développement, plus d'outils. On a le fameux Inspect qui est Q.
Q ou A. Ouais, ça marche jamais, mais bon, c'est censé être Q. Ah, Q majuscule? Non, non plus. Ouais, c'est bugué, donc ça sera ça. Ok. Et là, vous voyez qu'on peut aussi inspecter, hein, tout à fait dans l'inspecteur. L'inspecteur permet d'inspecter rien de bien compliqué. Hein. On voit qu'on peut modifier beaucoup de choses. Et le CSS, je vous disais, c'est aussi extrêmement sensible, hein, puisqu'on va pouvoir accéder à d'autres choses. Laissez-moi vous montrer. Et c'est sensible, c'est très sensible, puisque on peut quoi? On peut, vous voyez que le CSS, il y a je sais pas combien de milliers de lignes, hein, de code. Hein. Là, on a 12 000 lignes de code. 12 000 lignes de code. Donc, vous voyez que c'est une application vraiment compliquée. Là, il y a plusieurs milliers de lignes de code, ne serait-ce que pour afficher ce site. Hein. Et on peut commencer à attaquer le CSS et faire des choses. On peut carrément cracher, hein, l'application. Hein. Là, je vais cracher le serveur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle un dépassement de limite. En fait, le site web, il est conçu pour tourner avec une certaine mise en forme. Hein. Là, le CSS, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé d'élargir, comme si c'était sur un écran 16K, alors que mon écran, c'est un simple écran 1080p. En gros, le site n'était pas prévu. Hein. Donc, vous voyez que vous avez vraiment la main sous le capot. Là, je viens de faire planter le serveur. Définitivement. OK? Et moi, en tout cas, mon client, mon navigateur web, bah, je peux plus. Restore tab. Ah, c'est reparti. Parce qu'hier, je l'avais complètement craché. Ok? Donc là, on a de la chance. Parce que la dernière fois, j'ai carrément réussi à faire cracher le serveur comme ça. Mais en fait, vous l'avez bien compris, c'est pas le serveur, c'est mon navigateur qui est planté. Donc vous voyez que, en fonction des paramètres que vous bidouillez, ça peut être, hein, dangereux. Hein. Vous pouvez tout à fait faire cracher euh, votre navigateur. Donc on va voir un peu la source de la page. Comme je vous disais, je vais vous expliquer un peu les mécaniques entre guillemets sous-jacentes, comme j'aime bien dire. Hein. Donc, ce que vous voyez en vert, ce sont les commentaires. Je vous ai dit, les commentaires, on commence par ça et on finit par ça. Hein. C'est ce principe de balise. Hein. Donc, tout ce qui est en vert, vous ne le verrez pas. Hein. Bien sûr, je peux pas vous donner un cours de conception de développement de site web. Il y a plein de sites qui le font, il y a plein de formations sur YouTube. Je vous ai dit, si vous bossez bien en quelques mois, vous pouvez apprendre le HTML, le CSS. C'est pas très compliqué. Les autres, ça sera un peu plus compliqué. Hein. Mais déjà bien comprendre ça pour comprendre en fait comment fonctionne la structure, l'organisation. Hein. Alors là, le but, hein, je vous ai dit, quand on est développeur web, généralement c'est pour expliquer. Hein. Ce qui est en vert, le code à d'autres programmeurs, hein, ou pour se laisser des notes. Très souvent en programmation, on va se laisser des notes pour soi-même, hein, puisque notre code est évolutif et je veux retrouver des endroits de code, hein, ce qu'on appelle des snippets, euh, qui vont indiquer à moi ou à mes collègues, éventuellement si je suis dev, l'endroit où chercher. Hein. On va avoir certaines fonctions qui vont faire telle ou telle chose. Donc j'ai besoin de mettre des repères. Hein. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que typiquement, ça calcule automatiquement en combien de temps la page a été générée. Hein, à partir du cloud de Triagni. Donc ça, c'est intéressant. Donc on se laissera souvent des commentaires. Et nous, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que on va pouvoir accéder à des commentaires qui nous donnent parfois des mots de passe, parfois des noms d'utilisateurs. Hein, parce que très souvent, dans le développement logiciel, l'ingénierie logicielle, on développe à la va-vite. Ok? Il y a des impératifs, on doit livrer le projet, on nous met la pression. C'est pour ça qu'il y a des failles. Hein, puisqu'on n'a pas le temps de faire tous les tests unitaires. Enfin, c'est rare. Même dans les grosses boîtes, c'est un peu du grand n'importe quoi. Hein. On veut satisfaire le client, livrer le projet le plus rapidement possible et surtout empocher de l'argent. Hein. Donc, nous, ça va être une aubaine parce que entre ce qu'on appelle l'environnement de développement, un bac à sable, comme on dit dans le jargon, et le projet final, il peut subsister des artefacts qui ont été laissés par les développeurs. Hein, très souvent, on va coder en dur, même des mots de passe. On va laisser des indications de mots de passe, de compte. Puisque quand on est en bac à sable, je vous rappelle que le site n'est pas atteignable de l'extérieur, d'Internet. Donc, on,
honnêtement, on privilégiait pas la sécurité. Le problème, c'est qu'on fait évoluer, on part de 60 lignes de code, se retrouver à 30 000 lignes de code. Et parfois, bah, tout simplement, ça arrive tous les jours. Les développeurs oublient d'effacer les commentaires qui donnaient des informations sur l'application, son bon fonctionnement, éventuellement des mots de passe, comme je vous le disais, etc., etc. Donc le premier truc qu'on fait en tant que pen tester, c'est qu'on va aller regarder le code source pour essayer de mieux comprendre hein, la logique. Et après qu'on ait fait notre API pass, on va essayer de faire de l'intel gathering. Hein, on va essayer de faire du recueil d'informations pour trouver des vecteurs d'attaque, hein, trouver des informations qui peut-être vont me permettre d'usurper l'identité de l'administrateur du site. Donc, pensez, hein, on a tendance à se dire, en fait, bah voilà, il y a que ça. Ou je vais aller dans les cookies, je vais aller dans storage cookies, je vais dire, ah, il n'y a pas de cookies. Mais non, attention, il n'y a pas de cookies sur cette page. Mais tu peux peut-être aller à un autre endroit du site, et là, il y aura un cookie qui sera stocké. Hein. C'est la première erreur qu'on fait quand on est débutant. Bon. Donc, je vais développer. Hein, on va voir les points d'ancrage. C'est ce qu'on appelle les href. Hein. Les href sont partout. On va les utiliser, vous allez voir. Donc, je retourne sur ma page d'accueil. OK. Et on va aller sur le home. Je vais reprendre le code source. Donc, vous voyez déjà, c'est ce que je vous disais. Je vous disais qu'on récupère des informations importantes. OK. Ils se sont laissés un message qui dit que la page est temporaire, hein, puisqu'on travaille sur la nouvelle home page, la nouvelle page d'accueil. Hein. New Home Beta. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va aller l'attaquer. Hein. Alors, quand j'utilise ce principe d'attaquer, hein, ça veut dire qu'on va se connecter dessus. Hein, c'est pas une attaque, mais on a ce jargon. Je vous ai dit, on a un jargon dans toutes les professions. Eh ben, nous, en pentest, attaquer, ça veut dire essayer de joindre, essayer d'appeler la ressource. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais dire ça, je vais dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je crois que j'ai fait cracher l'application. Je vous l'avais dit. Je vous ai dit, il faut pas jouer sur le CSS. Bon, je relance le serveur. On a vu le new beta? Bah quoi, new beta? New beta? Eh oui. Hein? Les commentaires HTML sont très dangereux. Ok? Là, on a une simple indication qui était laissée aux ingénieurs, aux développeurs, qui disait, rappelez-vous que on va migrer sur une nouvelle page d'accueil. Hein. Donc, on voit bien que, j'espère que maintenant vous commencez à comprendre la philosophie, on fait appel à des ressources, toujours à partir de la racine. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? N'oubliez pas non plus que, en fait, là, vous êtes à la racine, mais en fait, vous êtes dans www var HTML. Et là-dedans, il y a New Beta, New Home Beta, un fichier qui est chargé. Hein. N'oubliez jamais ça parce qu'on a tendance à l'oublier. Je vous ai dit, l'utilisateur est compartimenté. Certes, c'est la racine, mais en fait, c'est la racine de www var HTML. Donc, c'est pas cette racine, c'est pas le vrai root, si vous voulez, même s'il apparaît en effet dans votre navigateur. C'est celui-ci. Hein. C'est cette barre oblique. Ok? C'est ce slash. Ok? Puisque après tout ce qui est appelé, ben, c'est après celui-là. Mais avant, on a quand même var, www, var, HTML. Mais vous le voyez pas. Ok? Mais c'est fait exprès. Hein, c'est pour empêcher, c'est une technique d'offuscation. Donc très souvent sur vos sites, ouais, ça, c'est pas vraiment la vraie racine. Vous l'avez compris. Ok? On est tout le temps dans un répertoire et en effet, si je suis pas administrateur, bah, Tati Janine, elle est pas censée se balader sur mon serveur Linux. Hein. J'ai pas envie qu'elle commence à faire n'importe quoi. Donc là, on récupère un flag. Hein. Vous voyez comment on commence à, comment dire, à récupérer et à comprendre une certaine logique. Hein. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du HTML. Hein. Je vous ai donné quelques détails. On a vu comment fonctionnaient les commentaires. Revenons à notre code source. Donc l'adresse a changé, hein, le nom de domaine, j'ai relancé la machine. Vous inquiétez pas, ça ne change strictement rien. Alors, les href, vous allez en voir, je vais essayer de vous en trouver une.
Voilà. Je la mets, zoomer un peu pour vous. C'est ce qui est en vert. Hein. Donc on a vu que les commentaires, hein, on peut en laisser. Hein. Généralement, ils s'affichent pas, enfin tout le temps, ils ne s'affichent jamais sur la page web réelle. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Là, on a vu qu'on avait notre page d'accueil temporaire. On a vu que c'était du pain béni, on pouvait y accéder. Maintenant, je vais vous parler un peu des liens. Comment les liens fonctionnent. Hein. On a vu qu'Internet, en fait, le World Wide Web, a été créé dans les années 90, fin des années 90, parce que on a inventé aussi les liens hypertextes. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des liens hypertextes. Tout est lien hypertexte. Même, j'ai envie de dire, sur un serveur web. Hein. Là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vois que c'est surligné. Si c'est surligné, mon icône change. Hein, j'ai cette fameuse, on connaît tous cette icône. Ça veut dire que je peux cliquer dessus. Si je clique dessus, j'accède à la ressource. Ça, c'est un lien hypertexte. Ok. On utilise des liens hypertextes tous les jours. Hein. Ok. Je clique sur le lien hypertexte. Ok. Ça me redirige vers autre chose. Je vais cliquer sur ce site sur autre chose. Et de lien hypertexte en lien hypertexte, je me balade de métadonnées en métadonnées. C'est comme ça que je surfe sur Internet. Hein. On connaît tous ça. Mais nous, au niveau de notre code source, comment ça fonctionnerait? Je vais revenir. Je vais reprendre le href. Voilà. Le href, c'est, comment vous expliquer, c'est ce qu'on appelle des balises d'ancrage. Hein. Ce sont des éléments qui commencent par un petit A, généralement. Alors, vous allez me dire là, il n'y en a pas. C'est tout à fait vrai. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà, prenons cet exemple. News. Hein. On voit, je vous ai dit quoi? Que c'est du balisé. Les lits, ok, ça va nous permettre, hein, en fait, de faire quoi? Là, on a quoi? On a news, custom, ça, c'est les lits. Hein. Si vous créez un nouveau lit, qu'est-ce que je peux faire? Non, là, je peux pas le modifier. Alors, laissez-moi vous montrer un petit peu, que vous compreniez quand même. On va prendre le temps, hein, même si je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà tout ça. Mais voyons un petit peu. On a notre land. Alors, hop, hop, il va falloir développer, développer, développer. Voilà. Là, j'ai mon lit, j'ouvre, je ferme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, j'ouvre, je ferme. Voilà, on peut bien respecter la syntaxe, vous l'avez compris. Je vais mettre Toto. Je vais refermer ma chouef. Je vais l'appeler Toto. J'ai ouvert A, donc mon attribut. Je le referme. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et j'ai ouvert mon lit, donc il faut que je referme le lit. Il me le prend. Pourquoi il n'est pas effectif là? Voilà. Les lits, vous voyez que maintenant, je viens de faire pointer, je viens de créer un nouveau lit avec mon href, avec mon A. Donc tout ce qui commence à un A, c'est une balise d'ancrage. Je viens de créer une nouvelle balise d'ancrage que j'ai appelée Toto en me servant d'href. Href, c'est un attribut et ça veut dire que bah, on sera tout ce qui est dirigé, stocké en fait, quelque part. Hein. On voit bien que, je vous dis, regardez tout le temps là, la partie là, quand je fais pointer vers le lien hypertexte, il me dit, écoute, tu as utilisé une balise d'ancrage, je te l'ai ancré dans
dans ta fameuse lit, hein, tiens, tu as un nouveau Toto qui est apparu en haut, mais quand je laisse ma souris dessus, qu'est-ce qu'il me dit en bas à gauche? Il me dit, bah écoute, ça pointe vers https 10.10.447p.thmlabs.com et oh, il y a un nouveau truc qui est stocké. En effet, hein, il me dit maintenant, écoute, alors bien sûr, ça n'existe pas, mais il me dit là, en fait, là, tu vas aller dans Toto. Hein. Bien sûr, la page n'existe pas. Mais vous voyez qu'au niveau de la structure, je l'ai créée. Hein. Donc c'est à ça que ça sert. On en a plein, des lits, on va s'en servir, et des href, hein, c'est des sortes de références. En fait, hein. Référence, j'ancre quoi? J'ancre un élément sur ma page web et je lui donne une href, un attribut href. Pourquoi? Pour que quand l'utilisateur clique dessus, il soit redirigé vers une des ressources du site web, de l'application. OK? Donc revenons sur notre code source. Web page, OK? Pareil. Hein? Lien hypertexte, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau flag. Hein? C'est plus secret. Eh ben oui, parce que le problème, vous allez me dire, mais on peut pas bloquer le code source. Eh ben non. Tout Internet fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas cacher aux yeux du monde le code source. Puisque qu'est-ce que fait votre navigateur web? Il l'interprète et met en forme le code source qui est chargé à partir du serveur. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire clic droit, code source, ou regarder votre code source. Par contre, vous pouvez offusquer votre code. Ok? C'est-à-dire on a des programmes pour ça. Là, il est en clair, mais je peux exactement faire tourner le même site et que tout soit chiffré. Hein. C'est-à-dire que span, par exemple, ça va devenir Toto le hacker. Bouton, ça va devenir tyrolienne. Link, ça va devenir banane. Ok? Style sheet, ça va devenir OX00024. C'est le principe de l'offuscation. Hein, je vous ai dit offuscation technique en code ou en communication militaire. Pourquoi? Pour dénaturer le sens du message. Pour que, s'il n'est pas chiffré, si un adversaire essaye de le lire, il ne puisse pas être intelligible. Ça, c'est l'offuscation. L'offuscation me permet de camoufler mes charges virales dans des payloads qui vont me permettre de faire des exploits pour contourner les antivirus. Hein. Donc cette technique d'offuscation, vous la verrez partout. Là, c'est en clair. Hein. Mais vous verrez très souvent si on prend un gros site comme, je sais pas, CNN ou on va aller voir CNN. Hein. Ça, c'est de la vraie information, quoi. Ah, ok, cliquons sur un article. Page source. Ok. Ah, ah, je fais des trucs en clair. Et vous voyez qu'il y a des trucs, ça commence à être tout de suite, hein, un peu moins digeste. Donc en fait, c'est là où intervient vraiment le JavaScript, puisque le JavaScript va utiliser des techniques d'offuscation. Hein. Je ne peux plus, là vous voyez bien que je ne peux plus m'amuser à faire quoi? À modifier les balises de l'HTML. Pourquoi? Pour modifier tout simplement le texte, hein, comme je l'ai fait dans ma vidéo d'introduction sur bah, le site hein, qu'on avait vu ensemble, Offsec. Hein. Là, je, là, je peux tout à fait modifier ça. Euh, Parce que là, j'ai les balises. Là, vous voyez que CNN commence à protéger sa propriété intellectuelle. Hein. Donc, ça va dépendre des sites. Hein, mais les sites bien conçus, comme bah, les gros journaux et tout ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus dur, en fait, hein, de commencer à bidouiller, triturer le code, ok, puisqu'il est offusqué. Mais je m'arrêterai là. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que j'accède à un lien qui pointe pas. Hein. J'ai pas secret. Et pourtant, j'ai quoi? J'ai un attribut. J'ai un attribut secret page qui est stocké, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il manque l'ancrage. Hein. Si j'avais l'ancrage, il y aurait écrit secret, je pourrais cliquer dessus et accéder à quoi? Bah, accéder
à secret page. Hein. Donc vous comprenez la relation entre l'ancrage, le fameux A qu'on ouvre et qu'on ferme. Ça, c'est l'ancrage, l'encre, hein. Mais l'encre comme d'un bateau, hein, pas l'encre ENCE, CRE. Euh, Ça permet de mettre un élément sur le site web. Par contre, à l'inverse, la href, c'est vraiment une référence qui est stockée. Ok? Je peux stocker une référence href qui s'appelle secret page, mais si je ne mets pas l'ancrage, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, un utilisateur, à moins d'aller quoi? Regarder le code source. Bah là, j'ai dit une connerie, pourtant, elle dit, putain, c'est trop le cul. Donc là, on voit notre ancrage, hein. On voit notre ancrage href, hein, avec le secret page. Mais elle n'est pas apparente sur le site, hein. Donc vous voyez bien qu'on peut stocker aussi des choses, mais qui ne seront pas visibles pour le commun des mots. C'est pour ça que on a tout intérêt à se balader, comme je vous disais, et regarder le code source, hein. Donc si on doit détailler, on a un lien caché vers une page qui commence par secret. On consulte le lien, on récupère un flag, hein. Il y a naturellement dans la vraie vie, hein, si on fait un test d'intrusion, on va essayer de découvrir un espace privé utilisé par l'entreprise pour stocker, par exemple, des informations sur l'entreprise, le personnel, ses clients. Vous l'avez bien compris. Les fichiers externes tels que CSS, JavaScript, CSS, j'y touche plus. Vous avez vu que j'ai réussi à faire cracher l'application. JavaScript et les images peuvent être aussi inclus à l'aide du code HTML, hein. Donc si vous regardez un peu cet exemple, vous remarquerez que ces fichiers en fait sont tous stockés dans le même répertoire. On a vu quoi? On a vu que c'est dans Assets, hein. Dans Assets, il doit y avoir beaucoup de choses. Comment je sais ça? Eh bien tout simplement, il faut se balader. Je veux dire quoi? Assets. Ah! Et là j'ai quoi? Eh ben ce que je viens de vous dire, hein. Il y a tous les fichiers importants qui sont stockés. Et j'ai même mon flag TXT. Intéressant, hein. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'on appelle de l'invalid directory permission. C'est-à-dire que moi, je suis Tati Janine, mais avec mes connaissances, je suis en train d'accéder à des trucs qui sont réservés à l'administrateur, à l'entreprise, hein. J'aurais pu accéder à des données comptables, à n'importe quoi, hein. Vous l'avez bien compris. Donc, je récupère un autre flag, hein. Du PNG. Ah, j'ai bien, ah, on voit bien, hein, et j'ai le JavaScript, le fameux JavaScript. Ok. Là, c'est quoi ce snippet en fait? Bah, ça me dit, écoute, tu vas envoyer un message quand l'utilisateur clique, hein, et ça crée une fonction. Ça, c'est la fonction qui va gérer ça, et ça fait une requête en post, hein. Il doit y avoir un endroit où il y a écrit contact message, et dès que je clique dessus, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On fait une évaluation sur un champ qui s'appelle nom, email, message. Ensuite, autre fonction, hein, on vérifie ce qu'a rentré l'utilisateur, en fait, nouvelle éval, et une fois que l'utilisateur a validé, a fait sur entrée, en fait, on fait une alerte. Alerte permet d'afficher en JavaScript un message. Et là, le message dit quoi? Bah écoute, le, 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 le formulaire de contact a été envoyé, hein. Typiquement, c'est exactement ce que j'ai. Je vais on va sortir de là. Là, je vois la fonction, hein. Je suis dans site.js et ça veut quoi? Ça veut un contact message. Ok? Contact message. Ah, name, email, message. Ah, je comprends mieux. Ok. Évaluation. Ça va poster quoi? Ça va faire une requête en post avec ce que je suis en train de taper. Ça évalue. C'est-à-dire que ça va mettre dans un tampon ce que je viens de rentrer, hein. Ça vérifie que c'est pas quoi? Que c'est pas Toto le hacker qui essaie de pirater, hein, via un payload. Et si c'est bon, c'est validé par le JavaScript. C'est pour ça qu'on fait l'évaluation, hein. Je vous ai dit quoi? On sanitize, on nettoie les entrées utilisateurs. Je veux juste que tu me tapes des caractères, et ces caractères, j'ai pas envie que ça soit un virus, une charge virale, hein, un payload. Et là,
Alors, ouais, c'est au niveau du mail que ça doit merder. Vous voyez qu'il vérifie. Parce que si je mets pas arrobase quelque chose, point quelque chose, point .fr, là, at sfr.fr, ça marche pas. Et là, je pense que j'ai oublié, ouais, c'est le JavaScript. Donc, reprenons, pardon. Hein. Vous allez voir qu'il fait de l'évaluation. Pourquoi? Ah non, même pas. Donc, en fait, je sais pas, c'est bugué. Mais on voit bien le même message. Hein. Une fois qu'il fait, il poste. Hein. Il envoie les données via une requête HTTP, via la méthode post, et il nous affiche contact, form, send. Hein. Si je modifiais quoi ça par Toto le hacker, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait la fenêtre qui pop avec Toto le hacker. Ok? Donc ça, maintenant, j'espère que vous compreniez bien. Hein, comment ça fonctionne. Hein. C'est pour ça que quand vous devez faire des applications, des tests d'applications web, il faut connaître parfaitement le CSS, il faut connaître parfaitement le HTML, il faut connaître parfaitement le JavaScript. Hein. C'est vraiment les bases. Et après, il y a d'autres trucs comme du Node.js, comme de l'Ajax, comprendre comment fonctionnent les interfaces de programmation, hein, les API. Euh, mais c'est vraiment les prérequis. Donc c'est technique, hein, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Mais vous voyez comment on peut bidouiller. Hein. Et je vous ai dit, quand on attaque un serveur, une application web ou une machine d'un réseau, c'est pas du tout les mêmes techniques de hack, hein, c'est pas les mêmes attaques. Donc il y a vraiment dans vos têtes diviser les attaques qu'on utilise sur un ordinateur, ok, à partir du moment où on a un gain d'accès dessus, ou à partir du réseau pour le pirater, et là, l'application web, hein, qui tourne sur un serveur à distance. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes types d'attaques. Même si on va en retrouver, hein, puisque, bah, bien sûr, on utilise aussi certaines techniques dans les deux cas de figure, deux cas de figure, pardon. Donc si je reviens dans cet exemple, vous avez bien compris, on a du CSS, du JavaScript, des images qui sont inclus à l'aide de notre code HTML. On voit que ces fichiers sont tous stockés dans le même répertoire, et si on affiche ce répertoire dans notre navigateur web, eh ben, il peut y avoir une erreur de configuration. Hein. Généralement, on a soit une page vierge, soit on a une page interdite, 403, hein, qui veut dire qu'on n'a pas accès au répertoire. 403, c'est forbidden. Hein. Au lieu de cela, bah, la fonctionnalité de la liste de répertoire a été activée. C'est comme ça que je peux faire du pass traversal. C'est comme ça que je peux faire cette technique qu'on parle de invalid directory permission. Hein, je peux me balader à partir du code source. Si je l'avais fait directement dans le navigateur, c'est pas sûr que ça aurait marché. Hein. Donc ça, faut le comprendre. Hein, parfois, c'est pas un problème en fait. Hein. Tous les fichiers du répertoire peuvent être consultés en toute sécurité par le public. Il n'y a pas de problème. Puisque là, en soi, je peux pas modifier. Je peux que lire. Hein. J'ai les droits en lecture. J'ai pas les droits en écriture. Mais des fois, vous avez quoi? Bah, vous allez avoir des fichiers de sauvegarde. Vous allez avoir d'autres codes sources. Vous allez avoir d'autres informations confidentielles, hein, qui vont être stockées ici. Là, techniquement, si j'arrive à comprendre ce que fait le JavaScript, ah voilà, ça peut être. Donc, il y a deux possibilités. On a le principe d'offuscation et on a le principe aussi de factorisation et de ce qu'on appelle de la mimification. Hein. En principe, on va aérer notre code. Hein. Si je concatène tout, hein, je fais, en fait, ça c'est une seule ligne, c'est ce qu'on appelle une one-liner. Vous voyez bien que pour la rétro-ingénierie, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. C'est tout de suite moins digeste. Hein. Là, honnêtement, à part quelques trucs, il va falloir que je passe une demi-heure pour comprendre ce que fait le code. Alors que vous avez vu, le JavaScript d'avant, je vous le lis direct. Hein. Pas besoin de... Qu'est-ce que je vous ai montré? Excusez-moi.
C'est JS. Hein. Celui-là, j'arrivais à le lire sans problème. L'autre, c'est tout de suite moins digeste. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est très sensible parce qu'on peut avoir des informations confidentielles qui peuvent être stockées dans des répertoires qui sont, en théorie, pas accessibles au public. Mais si le serveur est mal configuré, eh ben, quelqu'un pourra y accéder. Hein. Donc, de nos jours, en fait, de nombreux sites ne sont pas créés à partir de zéro et utilisent ce qu'on appelle un quadriciel. Un cadre, en fait. Hein. C'est un frame, une frame, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle de framework. Hein. Le framework, les quadriciels en bon français, c'est une collection de codes prédéfinis qui permettent facilement à un développeur d'inclure des fonctionnalités communes dans un site web hein, qu'on aurait besoin, tels que des blogs, des gestions des utilisateurs, le traitement des formulaires et bien plus encore. Hein, ce qui permet aux développeurs d'économiser des heures ou des jours de développement. Je vous fais une métaphore en programmation orientée objet. Vous voulez créer une chaise, ok? Une chaise, j'ai quoi? Je sais qu'il y a un dossier. Je vais devoir créer un dossier, ok? Au niveau de mon code. Après, je vais coder un pied. Hein. Une fois que j'ai codé un pied, eh ben, je peux dire à mon programme, bah, tu sais quoi, tu vas mettre quatre pieds. Hein, puisqu'une chaise, ça a quatre pieds, généralement, pour que ça soit équilibré. J'ai mon dossier, qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'assise, hein, où je pose mes fesses. Si j'ai codé l'assise, j'ai codé le dossier, j'ai codé un pied, je peux demander de cloner quatre pieds, de mettre l'assise mon dossier, j'ai créé un objet chaise. Cet objet chaise, une fois que je l'ai créé à partir des plus simples éléments, quatre pieds, une assise et, euh, et mon dossier, je peux cloner à l'infini en programmation hein, euh, mon objet. Hein. C'est pour ça qu'on parle de langage orienté objet. Hein. Une chaise, après, bah, j'ai déjà la chaise, je l'ai déjà créée. Donc je vais pouvoir créer autant de chaises que je veux. Hein. Je vous fais la métaphore, je développe. Maintenant, il faut que je crée une table. Donc il va falloir quoi? Que je crée eh ben, la surface plane de la table et que je lui mette également quatre pieds. Hein. Et je vais créer une autre chaise. Je vais avoir une table et deux chaises. Donc là, j'ai créé quoi? J'ai créé une salle à manger. Maintenant, je peux créer une salle à manger, cloner l'objet salle à manger autant que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai composé, j'ai créé tous les objets qui la définissent. Hein. Après, je vais faire une salle de bain et tout ça pour arriver à l'élément global qui est la maison. Mais la maison, c'est quoi en fait? C'est votre application web. Votre application web, dedans, elle a quoi? Elle a une salle de bain, elle a des chambres, elle a un garage. Vous avez compris, je vous fais des métaphores. C'est pour ça qu'on parle d'orienter objet. Le plus dur, en fait, c'est bah, de coder hein, chaque élément. Coder des pieds, coder l'assise, coder le dossier. Donc, on utilise des frameworks. Le framework, il va dire, écoute, moi, dans ma base de données, dans ma librairie, dans mes modules, j'ai déjà une chaise. Tu veux une chaise? Tiens, je te la donne. Après, tu vas la personnaliser. Hein, tu veux qu'elle soit noire, qu'elle soit jaune, tu veux qu'elle soit arrondie, tu veux qu'elle soit en bois, tu veux qu'elle soit en métal. C'est toi qui vas changer les attributs hein, au niveau de la programmation. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Le problème, c'est que les frameworks, encore une fois, des fois, ils sont mal configurés. Ou on part du principe que le développeur sait qu'il y a des failles. Et donc, c'est à lui, une fois qu'il a cloné sa chaise, qu'il a cloné sa table, hein, de paramétrer et de corriger les failles, de les fermer. Hein. C'est ce principe de classe. Hein. On va créer des classes en programmation et on va pouvoir les appeler. Hein. Et on a des classes, je ne vais pas encore rentrer bien dans les détails, mais on a des classes privées, des classes publiques. Hein. Les classes publiques, tout le monde peut les lire. Les classes publiques, n'importe quel endroit de mon code, je peux appeler ces classes. Par contre, les classes privées, eh ben, elles sont protégées. Hein. Ça permet de protéger à la fois ma propriété intellectuelle et techniquement dans des classes privées, je vais mettre quoi? Eh ben, je vais mettre toutes les opérations d'authentification, de stockage, ok, des variables qui permettent de gérer les mots de passe, qui permettent de gérer les noms d'utilisateurs, hein, qui permettent de gérer les mails, ok? Puisque si quelqu'un peut accéder à ces données, eh ben encore une fois, on en revient à la sécurité des informations, sécurité des opérations. Je suis mal. Hein. Donc voilà, faut comprendre tout ça. Donc l'affichage de la source de la page va nous donner des indices sur l'utilisation du framework. Hein, et je vais avoir sa version. Moi, ça va me permettre de faire de la reconnaissance puisque je vais aller tout de suite voir quoi s'il n'y a pas des vulnérabilités publiques dans le framework. Hein. Si le site web est pas à jour et qu'il n'utilise pas la version la plus récente, mais ça va être du pain béni. Hein.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ScriptKiddy Database et je vais taper quoi? Je vais taper JavaScript. Je vous donne un exemple. OK? Et là, le JavaScript est bloqué. Ah non, je sais pas. Bon, qu'est-ce que je peux taper? Bon, alors on va taper JavaScript Core. Quelque chose? Ok, voilà. Et là, bah oui, là, tu peux faire une attaque de déni de service, hein. Ok? Et là, il dit, écoute, tu sais, dans ton JavaScript Core, voilà, hein, je te montre une preuve de concept. Si tu fais ça, hein, tu déclares une main, tu lui mets des fonctions via des constantes, tu gères, tu fais ton try, ton catch, patati patata, hein, bah voilà, je fais cracher, hein, je fais un déni de service. Mais comprenez bien que le déni de service, c'est pas forcément faire cracher un ordinateur, hein, ou un routeur. Un déni de service, ça peut être aussi faire cracher le système d'exploitation. Ça peut faire cracher quoi? L'application, hein. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on cherche. Et là, visiblement, bah, il doit y avoir au niveau d'un pointeur mémoire une validation qui n'est pas faite et on va pousser le système à la faute, hein. Je vous avais montré la faille Dirty Co, hein, où on va pousser ces fameuses race conditions en programmation pour pouvoir devenir root, hein. Là, on fait cracher l'application. Mais ça, c'est pas gentil, hein. Si le client, il a un serveur qui lui fait gagner des millions et avec un simple bout de code, on va pouvoir créer de la confusion, hein. Intéressant. Ok? On a un type d'attaque qui s'appelle confusion, hein. La confusion, je vous ai dit, hein, on peut, en cyberguerre, en cyberattaque, on peut à la fois perturber, brouiller, et on en revient à ce que je vous disais sur mes cours sur la cyberguerre. La confusion, hein, prêter à confusion, comme on dit en bon français. On va induire en erreur, hein. Donc je peux même pousser l'application à continuer de tourner, et en fait il se passe des choses très graves, hein. Un peu comme le virus Stuxnet qui a attaqué les centrales, et les centrifugeuses d'enrichissement de l'uranium à Natanz, hein, en Iran. Les gars contrôlaient les pupitreurs, les systèmes SCADA, les systèmes PLC, les contrôleurs logiques industriels, et tout allait bien, hein. Sur leur pupitre, les pupitreurs voyaient que tout était normal. Sauf que les centrifugeuses, elles étaient en train de tourner à 4000 tours minute, et les axes étaient en train de se dérégler complètement, voire de se détruire, hein, puisqu'il y avait un problème au niveau de la lubrification, et bah, si la centrifugeuse tourne trop vite, et ben, au bout d'un moment, elle est plus lubrifiée, et ça détruit son axe de rotation, hein. C'est ce qui s'est passé, et ça a été l'attaque Stuxnet lancée par qui vous savez. Je vous en ai déjà parlé. Ok? Donc on voit bien que tout n'est pas tout blanc, tout noir, hein. Je peux pirater un système, mais je peux rester dormant, résident. Tu ne t'en rendras jamais compte. Ou pas. Ou après des années. Je peux, à l'inverse, détruire ton système, hein. Même faire cramer ton ordinateur, hein. Si je commence à contrôler les VRM, par exemple, c'est-à-dire les étages d'alimentation, hein, on a une partie informatique et électronique qui permet d'alimenter vos processeurs, votre carte graphique sur votre carte mère. Si je fais une attaque au niveau de ces contrôleurs, puisque toutes les tensions sont gérées aussi de façon électronique, informatique, eh ben, je peux demander un courant de plusieurs centaines d'ampères. OK? Et là, bah, votre carte mère, elle va cramer, ni plus ni moins. Donc, vous voyez, hein, on peut être extrêmement violent. Je vous ai dit que la guerre informatique, la cyberguerre, c'est aussi la destruction du matériel de l'adversaire, hein. Vous pouvez le pirater, vous pouvez l'induire en erreur, vous pouvez le perturber, l'empêcher de fonctionner, ou vous pouvez complètement le détruire, hein. C'est pour ça que je vous parle de cyberguerre. Qu'est-ce que je vous ai dit? À un certain niveau, le hacking, on a atteint le niveau de l'armée, hein, du renseignement. Et on peut faire, je vous ai dit, fusion de l'espace du cyberespace, on peut faire de la guerre avec un ordinateur. Dans mes cours sur le renseignement, je vous disais quoi? Qu'avec un clavier, aujourd'hui, vous avez plus de puissance de destruction qu'avec une Kalachnikov, un lance-roquettes ou des grenades, hein. C'est pour ça que tout le monde s'y met, tous les pays, hein, et même les groupes terroristes. Mais bon, je m'égare. Vous avez compris, on va venir chercher les failles, hein, chercher les failles, parce que bah, c'est ce qu'il nous faut.
Donc là, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? J'ai vu que il y a un truc qui m'intéressait, mais je peux te contacter. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Je reviens en arrière. Et là, je pourrais pas aller voir le page source. Acme IT, Premium Customer Blocker. Oh. Donc ça, c'est le premier type d'attaque. Hein. J'ai quelque chose qui me bloque. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux peut-être bloquer le JavaScript. Premier type d'attaque. Hein. Le JavaScript m'empêche de lire le truc. Si je désactive le JavaScript qui protège l'article, peut-être je peux le lire. Ah, pas de chance. Ça marche pas. Mais des fois, je vous ai parlé de ces journaux qui vous bloquent. Eh ben, très souvent, sur des vieux journaux, enfin, pas des gros sites comme la CNN ou Le Monde, vous allez pouvoir désactiver le JavaScript dans votre navigateur et ça va permettre déjà de contourner tous les filtres qui sont faits, le fameux sanitizing, tous les contrôles qui sont faits au niveau des entrées utilisateurs. Ça va vous permettre d'accéder à des ressources auxquelles vous n'avez théoriquement pas le droit. Tout va dépendre du niveau de compétence et de la technique qui a été utilisée au niveau de l'architecture quand il a été désigné en fait, enfin design, je sais plus comment on dit en français. Il a été dessiné au niveau du site web. Donc là, ça marche pas, mais vous voyez que j'ai une autre technique. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vois le texte. Hein. Doesn't feel like, ok, should be. Mais je vois pas ce qu'il y a en dessous. Je peux m'amuser, quoi. Je peux zoomer, dézoomer. Il est intelligent, le JavaScript. Il nous bloque quand même. Je vois, ah, là, j'ai quand même, ah, vous voyez que je peux quand même commencer à jouer. Je lis, follow, free tips on your printer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de tout sélectionner avec ma souris, j'ai laissé appuyer. Je fais CTRL C. Là, je vais. Ça, c'est du hacking. À la con. Mais c'est juste pour que vous compreniez. Oh, j'ai réussi à quoi? À contourner le truc. Ok? Je fais un copier-glisser avec ma souris et j'arrive à lire que je n'ai pas le droit de lire. Ok? Autre technique. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, regardez le code source. Et le code source, tout est en clair. Le code source, il y a quoi? Bah, le JavaScript, dans le code source, il s'active pas. Donc, j'ai exactement le même message. Hein, ça devient intéressant. Hein. Donc, il nous dit, vous avez l'impression que votre imprimante ne tourne pas comme elle devrait? Hein, suivez nos trois astuces pour garder votre imprimante parfaitement en vie. Ok? Donc, Printer Jam, Jam, c'est la confiture, c'est en gros si l'imprimante s'est bloquée, quoi, on va dire. Hein? C'est pas le brouillage de l'imprimante, parce que ça peut être jamming aussi dans le secteur militaire, c'est le brouillage. Bon, bref, ils sont en train de jouer avec nous. Low and jam, voilà, ouais. La confiture, parce c'est un jeu de mots. Entre confiture et jam, c'est assez enrayé. Voilà. Mettez dans le réservoir à confiture, mettez des strawberries. Bref, ça a aucun sens. Mais c'est juste pour vous montrer que quoi? Eh ben, qu'on peut accéder. Hein. J'y accède et qu'est-ce que j'ai? J'ai une classe image flag. Hein. J'ai le printer. Et là, c'est pareil, en théorie. Il est où mon printer? Je peux y accéder ou pas? Non, il a l'air de bugger. Oh, superbe imprimante. Ok. Donc j'accède bien grâce au code source. Je vois que j'y accède. Là, c'est intéressant. C'est mon printer que je retrouve là. Donc,
Allez voir dans le code source. Pourquoi? Parce que ça permet d'accéder à des données auxquelles vous n'avez pas le droit. Et c'est load letter. Ok. Customer. Customer. Donc là, c'est intéressant. Je commence à récupérer des informations cool. Hmm. Là, je sais que c'est un framework, hein, THM en V1.2. Bien sûr, c'est un petit clin d'œil. Try avec me nous donne une info. Et voilà. Je vais aller récupérer toutes les informations. Là, c'est quoi cette histoire? Quelles informations j'ai? Hmm. C'est le fameux THM Web Framework qui n'existe pas. Mais c'est un exemple. Vous l'avez compris. Ah, et là, je vois quoi? Je vois que la dernière version, c'est la 1.3. Mais moi, je vois quoi? Je vois que lui, c'est la 1.2. Est-ce que je peux pas aller trouver un exploit public? Etc., etc. Vous avez compris. Ok. Ok. Ce qu'il nous dit. On avait un problème avec notre processus de sauvegarde qui créait, en fait, dans le répertoire du site web, hein, un TMP zip qui potentiellement pouvait être récupéré par de simples visiteurs, hein, et dans ce fichier, il y avait des choses, hein, qui n'étaient pas lisibles par le grand public. Je vous ai dit quoi? Première phase, reconnaissance. Reconnaissance Intel Gathering. Vous devez justement avoir ces méthodologies, appliquer ces concepts. Pourquoi? Pour aller récupérer les mots de passe par défaut, hein, de la technologie du framework. Vous serez étonné de savoir que la plupart des gens ne changent pas les mots de passe. Vous n'aurez même pas besoin de faire des attaques de force brute. Vous allez récupérer tous les mots de passe par défaut. Et les hackers se font en fait des sortes de dictionnaires avec tous les mots de passe par défaut, de tous les routeurs du monde, de tous les frameworks du monde, de tous les systèmes d'exploitation du monde, etc., etc. Hein, le fameux, je peux vous donner un exemple, mais le fameux Alpine, sur quoi? Sur macOS, hein? Alpine, alors, password, route, password, Alpine, hein? Il y a plein de gens, en fait, qui savaient pas, mais c'est propre à tous les iOS, en fait. Bon, ça a dû changer, hein, je pense. Mais on pouvait se connecter en route à votre Mac. Et pourquoi? Parce que le mot de passe par défaut, c'était Alpine. Vous vous rendez compte le délire en fait? Ça veut dire qu'il y avait votre Mac qui traînait, le gars il l'allumait, ok? Il arrivait sur la mire de connexion, il tapait route, il tapait Alpine, il avait accès à votre ordinateur. Ok? C'est typiquement ce que je viens de vous dire. Ok? On récupère le mot de passe par défaut, on va l'essayer, on va se faire des listes, ok? Pour pouvoir justement utiliser. Pourquoi se casser la tête à pirater le système si je peux y accéder et usurper l'identité du root, le top du top. Ok? Donc voilà, ça peut être sur des routeurs, ça peut être sur n'importe quoi, hein, à la fois du hardware, à la fois du software, hein, logiciel ou matériel. Donc là, c'est intéressant. J'ai récupéré quoi? Mais j'ai récupéré en fait la faille, quoi, hein. Hmm. Donc il y a quoi? Admin. Ah ouais. Donc attends, ça devient très sérieux là, ton histoire. Qu'est-ce que ça dit l'histoire? Ça dit que en fait là, il y a un truc qui s'appelle tmp.zip. D'accord. Vous voyez? Vous comprenez, on est en train de faire un exercice. Mais c'est ces logiques que vous devez appliquer. Donc là, ok, j'ai mon truc, merci, boom, baby, bye bye. Je vais aller dans mon home, ok, dans téléchargement, et oh, j'ai TMP. Là, je peux faire un sudo, quoi, unzip sur TMP. Hmm.
Cat flag, c'est un exemple. Mettez à jour votre... Vous mettez à jour vos logiciels. Toujours, 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 toujours. Peu importe le système d'exploitation, que ça soit votre téléphone, votre tablette, vous devez constamment mettre à jour. Un, pour la sécurité. Deux, pour la résolution éventuelle de bugs. Trois, si c'est vos drivers de carte graphique, carte mère, processeur, vous pourrez gagner, grappiller quelques pourcentages de performance. En plus, vous avez tout intérêt à constamment mettre à jour votre BIOS de carte mère, mettre à jour tous vos drivers, vos pilotes, hein, sous Windows. C'est vraiment important. Puisque après, bah voilà, il y a des failles qui restent ouvertes. Et si le hacker sait les utiliser, mais c'est du pain béni, hein. Et vous voyez que la documentation, c'est encore une fois un exemple. Mais qu'est-ce que nous dit aussi la documentation? Je sais plus où c'est. Ah, que je peux accéder à THM Framework Login. Mais continuons, quoi. Hop, soyons fous, j'ai envie de dire. Ah là, ils l'ont pas mis. Dommage. Non, ils l'ont pas mis. Non, ça passe pas, dommage. Mais j'aurais pu accéder à quoi? À une mire de connexion. Et par défaut, c'est admin admin. Ok? Donc on voit que c'est assez sérieux, hein. C'est assez sérieux. THM Framework. Alors attends, si ça me parle de ce site-là. THM Web. Attends, on va essayer. Ça se trouve, c'est ce site, hein. Encore une fois. Je croyais que c'était l'autre site. C'est peut-être ce site. Le seul moyen de savoir en informatique, bah, c'est de tester. THM statique. Ok, dommage, il n'y a pas la mire de connexion. Non. Mais vous avez compris la logique, hein. Trouver une mire de connexion, le fameux endpoint qu'on appelle point de terminaison, et utiliser tout le temps, aller chercher les mots de passe par défaut, hein. J'ai quoi? J'attaque un serveur Apache. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Apache default credential. Ok. Et voilà, Google est ton ami. Qu'est-ce que c'est? Bah, le premier truc que je vais mettre dans mon dictionnaire pour faire une attaque par force brute, j'ai quoi? J'ai GitHub. C'est sympa. Il me dit, tu devrais tester tout ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les hackers se font des dictionnaires. Les hackers se font des listes pour lancer des attaques. Ok? Je m'arrêterai là. On n'a pas fini. C'était la deuxième partie. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.